Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dialogue littéraire. C'est au cœur du Forum Roule que je vous invite aujourd'hui, car si vous connaissez d'ores et déjà la librairie Dialogue, je vous propose de découvrir les 3 lieux d'exposition qui s'y rattachent. En effet, au café de la librairie, vous pouvez découvrir actuellement les peintures de Gaëdic Olivier. Elles seront suivies par les dessins de Nono prochainement. Passage Auguste Pavie, vous pouvez voir sous vitrine l'exposition Au Pop-up de Julien Laparade. Vous pourrez également flâner au Café Fleuriot afin de découvrir les photographies de Dominique Leroux qui nous propose des portraits de chanteurs, artistes qui ont tous pour point commun d'avoir foulé les scènes brestoises. Dans cette émission, vous aurez le plaisir d'écouter Tiffany Tavernier au micro de Nolwenn pour son nouveau roman Roissy édité chez Sabine Vespizer. Vous aurez également la joie de visionner le passage de Riyad Satouf à la librairie. Il vient de publier le 4e volume de L'Arabe du futur pour le plus grand plaisir de ses lecteurs fidèles. Enfin, vous retrouverez Nolwenn au rayon jeunesse de la librairie afin qu'elle vous fasse découvrir les albums de Noël. Tiffany Tavernier est venue incarner son très beau roman Roissy en nous embarquant dans les couloirs de cet aéroport fascinant à bien des égards. Entre reportages et histoires d'amour improbable naissant, Roissy est pour nous un des plus beaux romans de la rentrée littéraire. Écoutez Tiffany Tavernier interviewée par Nolwenn. Tiffany Tavernier, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir à la librairie Dialogue ce soir où vous venez nous présenter votre 8e roman, Roissy. Alors, Roissy, c'est l'histoire d'une femme qui erre, qui déambule dans le grand aéroport parisien. Elle passe ses journées à observer les voyageurs. Et si on lui demande, elle répond qu'elle s'en va, elle s'invente une destination, une vie, un métier, car cette femme, nous l'apprenons très rapidement, est amnésique. Alors, pouvez-vous nous raconter la naissance de votre roman ? Ce roman, il est né à la lecture d'un tout petit article sur lequel je suis tombée totalement par hasard. Et sur cet article figurait la photo d'une femme très élégamment vêtue, 35-40 ans, qui posait debout devant l'aéroport d'Heathrow à Londres, tirant une petite valise à roulettes. J'apprenais très rapidement dans ce tout petit article, première grosse surprise, qu'elle n'était absolument pas une voyageuse mais une SDF, que ces SDF portaient le nom d'indécelables, qui se déguisaient en voyageurs sur les grands aéroports internationaux, parfois dans des gares internationales, là où il y a suffisamment de monde pour pouvoir se fondre dans la foule. Une deuxième chose, c'est la réponse qu'elle fait au journaliste quand celui-ci lui demande combien de temps elle compte rester dans cet aéroport. Elle répond « toute ma vie ». Pouvez-vous nous raconter dans quelles conditions Anna, donc le nom qu'elle s'invente, Anna est-elle arrivée à Roissy ? Elle a perdu sa mémoire, l'intégralité de sa mémoire autobiographique. C'est une chose qui peut arriver à certaines personnes suite à un choc post-traumatique de très grande envergure, un choc émotionnel. Il lui est donc arrivé quelque chose de terrible qu'elle a oublié. Je voulais dans le roman traiter de cette question de la mémoire, de la perte de la mémoire et la confronter à la question de l'identité. Qui est-ce que je suis quand j'ai perdu toute ma mémoire ? Est-ce que je suis encore quelqu'un ? Est-ce que je peux encore prétendre à être quelqu'un ? Et comment je regarde le monde et comment je vis et comment je survis depuis ce vide qui s'est formé en moi. Et alors, on peut dire qu'au moment où on rencontre votre personnage, elle a trouvé un certain rythme de croisière, tout se passe bien pour elle, jusqu'au jour où elle rencontre un homme. Cet homme, il s'appelle Luc. Pouvez-vous nous dire qui est-il ? Luc, il est très important dans le roman. C'est la grande rencontre, même si Anna, puisqu'elle se fait appeler Anna, pourrait effectivement vivre toute sa vie maintenant dans cet aéroport. Il est aussi abîmé qu'elle. Il ne porte un trauma tout aussi grand qu'elle. Lui, la différence, c'est qu'il n'a pas perdu la mémoire, il est bloqué dans sa mémoire. Il est totalement bloqué à l'endroit d'un deuil qu'il n'arrive pas à faire. Et il est obsédé par cette perte. Il n'arrive pas à s'y résoudre, à s'y résigner. Et ces deux personnes, ces deux noyés de l'existence, ces deux paumés de l'existence, ces deux blessés, dans cette foule que constitue l'aéroport et qui remplit chaque jour, chaque nuit l'aéroport, vont se rencontrer et leurs deux, on va dire, blessures vont résonner, vont s'entrechoquer. Faire surgir le désir, faire surgir l'amour, mais aussi la menace de leur propre survie. Lui, dans l'irrésolution de cette perte, elle, dans la peur de retrouver cette mémoire, et avec cette mémoire de peut-être confronter quelque chose d'elle qu'elle ne pourrait pas assumer. Parce que pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui vient vous heurter de plein fouet,
quand vous êtes dans une zone de survie comme elle l'est et comme il est, quand l'amour débarque, c'est terrible. Parce qu'il veut de vous l'amour le plus nu. Et ce que nous sommes fondamentalement, ça veut dire quitter la zone de sécurité et ça veut dire effectivement quitter la survie. Riyad Sattouf vient de publier le 4e volume de son cycle autobiographique. Il s'attarde cette fois sur le passage de l'enfance à l'adolescence entre la Bretagne et la Syrie. Riyad Sattouf témoigne de la mésentente de ses parents et de sa difficulté d'adolescent à être tiraillé entre la culture française et la culture syrienne. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs moments de la rencontre au micro de Laurence. Écoutez-les. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence si nombreux pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie où j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir Riyad Sattouf. Depuis 2014, vous publiez aux éditions Al-Ahri L'Arabe du futur. Alors dans ce nouveau tome qui raconte l'histoire vraie d'un adolescent de moins en moins blond, de sa famille franco-syrienne et du coup d'état de son père, le jeune Riyad qui rentre dans l'âge ingrat de l'adolescence, puisqu'on le suit de ses 9 à 14 ans, entre 87 et 92, il revient en France et plus précisément en Bretagne avec sa famille, après plusieurs années en Syrie, tandis que son père va travailler en Arabie Saoudite et se tourne de plus en plus vers la religion. Alors, quelle est l'importance de cet événement dans la naissance de ce récit sur votre enfance et qu'est-ce qui a rendu possible pour vous l'écriture de l'Arabe du futur, plus de 20 ans après? J'ai commencé à écrire des choses autour de ce projet, vraiment quand j'étais étudiant en art appliqué. Alors, il y a une exposition en ce moment à Paris, à la BPI du Centre Pompidou, où ils ont retrouvé des dessins que je faisais au lycée, aux arts appliqués, où j'essayais déjà de dessiner des trucs en Syrie, etc. J'ai essayé de raconter les choses telles que je les avais vécues, la question de l'identité, et comment on se définit, etc. C'est quelque chose qui a toujours été central un peu dans ma vie, parce que j'étais un mélange entre une Bretonne et un Syrien paysan. Enfin, une Bretonne un peu paysanne aussi, d'ailleurs, un mélange assez improbable. Quand j'étais en Syrie, que je habitais dans ce petit village, les enfants ne me considéraient pas comme l'un des leurs parce que j'étais blond et que ma mère était française. Donc, pour eux, j'étais un juif qui était l'ennemi héréditaire des enfants dans ce village. Quand je revenais en France, en fait, j'étais un type qui avait un nom un peu ridicule. Sattouf, c'est ridicule. Et en même temps, j'avais pas une tête entre guillemets de type originaire du Moyen-Orient. Ça se voyait pas tout de suite que j'étais à moitié syrien, etc. Donc c'était bizarre. J'avais à chaque fois une place un petit peu bizarre. Et donc j'avais envie en effet de raconter ce que c'était que grandir avec ça. Après, j'ai centré le livre sur le rapport entre un enfant et son père et l'admiration que pouvait avoir un enfant pour le père. Donc je me suis dit, bon voilà, mon père il était raciste, antisémite, xénophobe, fasciné par les dictateurs, son idole était Saddam Hussein, etc. Donc déjà je me suis dit, j'avais quand même un personnage un peu exceptionnel qu'on rencontre pas tous les jours. Il adorait les dictateurs, mais celui qu'il admirait vraiment par-dessus tout, c'était Saddam Hussein, parce qu'il était sunnite, et que Saddam Hussein avait des origines qui étaient comme les siennes, c'est-à-dire qu'il venait d'un petit village pauvre, paumé, etc. Il avait été maltraité par les enfants du village. Il s'était enfui de son village et avait réussi à apprendre à lire et à écrire. Et c'était l'école qui lui avait tout donné. Et grâce à cette éducation, il avait finalement réussi à faire un coup d'État et à avoir le pouvoir. Donc c'est vrai que mon père admirait ça. Et là, dans l'Arabe du futur, il y a quand même deux conceptions très différentes dans votre enfance entre votre père d'un côté et votre grand-père maternel de ce côté-là. C'est ces deux conceptions. C'est-à-dire que mon père, devenant de plus en plus religieux, enfin pratiquant, etc., au moment de l'adolescence, il se mettait à me dire que les femmes étaient vraiment le mal. Fallait pas leur parler, elles allaient nous emporter en enfer. C'était les fiancés du Satan, etc. Enfin, il y avait tout un... Et il me demandait tout le temps, t'as pas parlé à des filles, hein, c'est pas possible, t'as pas de copine, hein, c'est pas possible, non, faut attendre de te marier, etc. Et d'un autre côté, j'avais mon grand-père breton, qui lui était complètement obsédé sexuel. Et donc c'est vrai que comme j'étais entre deux feux, comme ça, assez extrêmes, j'ai choisi une autre voie qui a été la voie qu'ont choisi beaucoup de dessinateurs timides, qui est de m'intéresser au dessin, en fait. Voilà, c'est comme ça que je me suis mis à faire des BD, parce qu'au moins personne m'embêtait. Déjà, les gens s'y intéressaient pas tellement, et donc je me suis découvert cette autre identité. Voilà, le fait de raconter des livres, d'avoir envie voilà, c'est vraiment la passion du livre est arrivée à cet âge-là.
Nous sommes maintenant au rayon jeunesse de la librairie où nous retrouvons Nolwenn. Bonjour Nolwenn. Bonjour Delphine. Alors que vas-tu nous proposer pour nous faire attendre jusqu'à Noël? Oui, tout à fait. Une petite sélection de Noël avec un premier album. C'est celui d'Antonin Louchard, Pas de cadeau pour les bêtes, aux éditions du Seuil. Alors, on imagine aisément que nous sommes proches de Noël et un cadeau atterrit par surprise dans la forêt. Les animaux se regroupent tous autour et se demandent bien ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, puisque normalement les cadeaux c'est pour les humains, pas pour les bêtes. Alors bien entendu la question du qui va le garder, qui va en profiter se pose jusqu'au moment où arrive le sage hibou qui dit à ses amis attendez, je vous propose de l'ouvrir à minuit tous ensemble. Je ne vous dis pas la chute, je vous laisserai la découvrir, mais je peux vous assurer qu'elle vaut le détour. Merci. Ton deuxième coup de cœur, Nolwenn? C'est à présent un roman, donc c'est le Winter House Hotel par Ben Gutterson aux éditions Albin Michel. Alors rien que sur la couverture, on a envie d'ouvrir la porte de cet hôtel. Ouais, absolument, c'est magnifique. Donc là, on rencontre une jeune fille qui s'appelle Elisabeth. Elle est élevée par son oncle et sa tante qui, à vrai dire, n'ont pas grand-chose à faire d'elle. Ils décident de l'expédier pour les vacances de Noël au Winter House Hotel. C'est un véritable palais royal, mais elle rencontre notamment la charmante bibliothécaire qui a un puits de science. Elle rencontre aussi le directeur de l'hôtel qui a un côté très mystérieux. Et peu à peu, elle va découvrir que le Winter House Hotel est rempli d'énigmes, de petits mystères. Mais tant mieux parce qu'Elisabeth, c'est un cador lorsqu'il s'agit de la résolution d'énigmes. Je conseille ce roman à partir de 11-12 ans, c'est parfait. D'accord, donc j'imagine que Elisabeth passe a priori un bon Noël. Enfin un bon Noël pour Elisabeth, absolument. Merci, est-ce que tu peux passer à ton dernier coup de cœur? Donc le dernier coup de cœur que je souhaite vous présenter, c'est Casse-Noisette, un conte classique. La version d'Hoffmann avec... Roberto Innocenti aux illustrations chez Gallimard Jeunesse. Le soir de Noël, Marie et Franz reçoivent de la part de leur oncle des petits automates. À minuit, lorsque Marie se couche, elle découvre que Casse-Noisette prend vie et elle se retrouve alors emportée dans un tourbillon, enfin dans un monde aussi fantastique que mystérieux, avec des aventures périlleuses à relever. Ça en fait vraiment un très bel objet. Donc un beau conte classique voilà. À partager en famille, au coin du feu, voilà, pour attendre Noël. Parfait. Merci beaucoup Nolwenn pour tes coups de cœur. Merci Delphine. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et vous dis à très bientôt.